Emmanuel de Varesquial, bonjour. Vous avez Bonjour Philippe dirigé un Vallée. ouvrage qui a pour titre Dans les archives secrètes du Quai d'Orsay, 5 siècles d'histoire et de diplomatie. Un livre publié par l'Iconoclaste éditeur. Alors, livre Iconoclaste, effectivement, puisque vous vous êtes promené dans les archives secrètes du Quai d'Orsay. Le Quai d'Orsay ouvre ses archives comme ça Pas du tout, à tous les chercheurs, à tous les historiens. pas du tout, c'est exceptionnel et c'était grisant de pouvoir se promener avec des inventaires dans les mains, dans les quelques 80 kilomètres de linéaire, des archives des affaires étrangères qui étaient à l'époque au Quai d'Orsay, qui sont maintenant à la Courneuve. Mais, le fait de pouvoir en toute liberté ouvrir des cartons, avoir en main des cartes, des documents, des télégrammes secrets, des correspondances secrètes, pouvoir les choisir et ensuite les donner à commenter à des historiens de très grand renom, c'est vraiment grisant. Ces documents sont consultés régulièrement? Il y a du monde, il y avait du monde autour de vous? Non, j'étais seul. Ouais? J'étais seul parce que j'étais pas dans les salles de consultation des archives. J'étais directement dans les rayonnages, qui sont absolument fermés au public. Donc Et on vous a pouviez eu ouvrir, n'importe quel coffret, n'importe quelle boîte, Je n'importe pouvais quel ouvrir carton? ces merveilleux cartons en moleskine verte comme je le voulais, quand je le voulais, et je suis tombé, le sachant un peu parce que j'avais des inventaires, sur des cartons qui contenaient l'ensemble des plans des fortifications de Vauban, par exemple, ou d'autres cartons qui contenaient la correspondance d'Henri IV à sa femme Marie de Médicis, et que j'avais miraculeusement, si j'ose dire, et c'est un plaisir sensible, sinon sensuel, que j'avais entre mes mains. Oui, parce qu'effectivement, des lettres d'amour, on se dit, voilà, ça se trouve, dans les archives secrètes, du Quai d'Orsay. Mais il y avait bien d'autres choses. Par exemple, il y a toutes les lettres de Voltaire, qui étaient, écrites, d'une façon, codée. Beaucoup de grands écrivains, de grands littéraires ont été des agents secrets, soit au service de la monarchie, soit au service de la République, à commencer par Voltaire, qui est envoyé pour une mission secrète à La Haye en 1743 et qui renseigne le ministre des Affaires étrangères de Louis XV. Et puis Mirabeau est envoyé à Berlin Qu'est-ce en qu'il avait à faire à La Haye? 1787. Pourquoi c'était intéressant d'aller à La Haye pour Voltaire à l'époque? Voltaire était chargé de renseigner le gouvernement français quant aux velléités prussiennes à l'égard des Pays-Bas. Les Pays-Bas étaient un enjeu entre l'Autriche, la Prusse, la France et l'Angleterre, un pays relativement modeste et instable. Et donc, La Haye était, si j'ose dire, pour reprendre une expression un peu plus moderne, un nid d'espions. Et puis Mirabeau est envoyé à Berlin en 1787. Il communique avec Talleyrand, qui est resté auprès de Vergennes et de Calonne à Paris, et il envoie des dépêches qui sont également codées, qui sont ce qu'on appelait chiffrées. Et on retrouve dans ces fameux cartons dont nous parlions des tables de chiffres qui sont extraordinaires, Alors qui ça veut ont dire quoi été des utilisées. des tables Ça veut dire que chiffrées, vous avez tous les mots de la langue française possibles et imaginables qu'on puisse utiliser dans les lettres qui ont des correspondances avec des chiffres, et que ces lettres étaient envoyées chiffrées avec des tables de chiffres Mais, qui quand existaient. on partait avec sa table de chiffres ou il fallait tout mémoriser? On avait une table de chiffres et l'équivalent, l'identique, se trouvait dans les bureaux du ministère à Versailles. Et donc c'est comme cela qu'on pouvait envoyer des lettres sans qu'elles ne soient lues, interceptées, ouvertes puis refermées par des cabinets noirs, des cours européennes qui avaient intérêt à savoir ce qui se passait entre le gouvernement français et ses ambassadeurs, sinon ses agents secrets. Oui, on voit bien que l'espionnage, c'est pas quelque chose de nouveau, hein. Non, c'est une vieille histoire C'est une et qui très a vieille histoire. et qui reprend, de plus belle sous la Révolution et sous l'Empire. Et puis vous avez des diplomates, très atypiques comme Stendhal, qui est consul de France sous la monarchie de Juillet à Civitavecchia près de Rome, et dont on a des lettres et un document très, très émouvant où il explique à son vice-consul comment on doit lui délivrer l'information. Et ça, c'est vraiment un document de romancier. C'est un document qui est fait de 3 colonnes. Première colonne, ce qui est sûr. Deuxième colonne, ce que vous pensez être sûr. Troisième colonne, on dit et ragot. Et le vice-consul était chargé d'informer son consul, Stendhal, de cette façon-là.
Alors il y a des cartes aussi, hein? Il y a Beaucoup. beaucoup, beaucoup de cartes. Il y a des cartes qui servent à l'établissement des frontières après des guerres. Il y a des cartes qui servent également à la connaissance tout simplement de l'univers, les grandes cartes du XVIIe siècle. Et puis, il y a des cartes qui sont des cartes douloureuses, qui sont des cartes de crise. Je pense en particulier à la carte de la ligne de démarcation de juin 1940 qui Oui, est qui a établie, coupé la France en qui deux. coupe la France en deux zones, une zone occupée allemande et une zone libre, gouvernement de Vichy, et qui est établie, on voit sur cette carte, c'est très émouvant, les différents tracés de la ligne de démarcation, qui est établie dans ce fameux wagon de rotonde à Compiègne, le 21 juin 1940, au moment des négociations d'armistice entre les généraux allemands et Hunzinger, le général français, qui est chargé, au fond, d'annoncer une armistice qui est une sorte d'ultimatum à Végan, qui se trouve alors à Bordeaux. Donc des documents qui sont pour la plupart extrêmement émouvants et qui ont cette particularité, cette faculté de vous faire vivre l'histoire en direct. C'est comme si vous étiez dans le présent de l'histoire. Ouais, il y a Et aussi, tout le passé, colonial, de notre, pays, hein. On voit bien, avec les découvertes notamment aussi, ce livre, tout est là. ce sont des voyages, ce sont des guerres, mais ce sont aussi des désirs de conquête. Et toute l'aventure coloniale de la France est présente, en particulier à travers des reportages photographiques. Des diplomates ont été aussi de très grands Ça, c'est plus tard quand explorateurs même, hein, parce que à la fin du 19e siècle. Et vous avez des ensembles de photos, notamment autour de la conquête du fleuve ou de l'exploration du fleuve Mékong, qui sont très, très étonnantes. Depuis les récits de voyage contemporains de Louis XIV jusqu'aux dernières grandes explorations françaises de la fin du 19e sous la Troisième République. je tombe, là, à l'instant, en ouvrant et en parcourant le livre, sur une relation, de la Moscovie Par par le le duc de duc, de Lyria. Lyria, hein, un document, de 1731, de l'art de faire souffrir, extrait de la relation de la Moscovie et semble-t-il un supplice, qui n'était pas, qui était terrible, auquel on soumettait peut-être les criminels ou Oui, enfin, en France aussi, on écartelait un peu à l'époque, hein. oui, c'est Mm. vrai aussi, c'est vrai, malheureusement. Heu, Ce livre-là, quand, c'est un livre, finalement qui vous pourriez publier un deuxième tome, non, Emmanuel de Varesquiel? C'est Sans c'est problème. c'est un divertissement, pas au sens pascalien du terme. C'est une sorte de voyage buissonnier dans le temps et dans l'espace, autour de cette idée des relations de la France au monde, ce désir du monde, cette ouverture au monde de la France, qui parfois était pacifique et parfois était conquérant. Et c'est cette aventure française dans le monde depuis le 15e jusqu'au 20e siècle qui est racontée dans ce Oui, un livre. jeune garçon, une jeune fille, qui ont peut-être pas encore, qui débutent, disons leurs études, est-ce qu'ils peuvent se retrouver un peu dans ce livre? Parce qu'il faut un fil conducteur, il faut une chronologie. Ils peuvent s'y retrouver, avec ce C'est une bouquin? très belle initiation à l'histoire de France parce que il y a 200 documents d'archives qui sont présentés, qui sont commentés. Et donc, à chaque fois, on est face à une histoire singulière, à un moment donné du temps et de notre histoire de France. Et c'est commenté de façon très littéraire et en même temps très simple. Et avec, au fond, un peu comme les poupées russes, des histoires emboîtées, parce que on raconte l'histoire que raconte l'archive, mais on raconte aussi l'histoire de l'archive elle-même. Vous savez, par exemple, le traité de Versailles de 1920 a été un enjeu À la fin politique de la à la la fin de la 1re Guerre Première Guerre mondiale. mondiale, signé à Versailles en janvier 1920, est devenu un enjeu politique dans les rapports conflictuels qu'ont entretenus la France et l'Allemagne. Et la première chose que font les Allemands quand ils entrent dans Paris en 1940, c'est de mettre la main sur ce traité de l'humiliation, hein. Vous savez, le fameux coup de poignard dans le dos qu'ont vécu les Allemands en 1920. Le premier document qu'ils saisissent, c'est ce fameux traité de Versailles. Donc ces documents sont aussi des objets de l'histoire, des enjeux de l'histoire. Et c'est ceci qui est raconté dans le livre.
Merci beaucoup Emmanuel de Varesquiel. Alors je rejoins, je vous rejoins dans cette façon de retrouver le corps de l'histoire, comme vous le disiez. Donc vous avez dirigé ce livre qui Avec des comporte, auteurs ah, très voilà, prestigieux. comporte un grand nombre d'auteurs Hélène Carrère qui ont d'Ancos, tous pris Pierre des, Milza et voilà, beaucoup voilà, d'autres. beaucoup De très grandes de plumes grands et de historiens, très hein, grands de grands historiens. historiens, hein. Bah, on peut les citer, Michel Antoine, Jean-Pierre Azéma, Jean-Jacques Becker, Lucien Belli, Bartholomé Benassar, Jacques-Olivier Boudon, Hélène Carrère d'Ancos, secrétaire perpétuel de l'Académie française, Laurent Geoffrin, Jean Lacouture, qui nous a quittés hélas, Thierry Lenz, Evelyne Levert, Pierre Milza, Jean Tullard, Maurice Vaissé, et puis un certain nombre d'autres. Une belle Un livre brochette. publié donc aux éditions L'Iconoclaste. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci Philippe.